Et donc je travaille au sein de la Mobile Marketing Association France et je suis très heureux d'animer cette table ronde avec donc 3 speakers de grande qualité qui vont se présenter en quelques mots, en quelques chiffres. Mathieu Couturier, donc vous êtes responsable média chez les Centres Édouard Leclerc. C'est ça. Comment on peut vous présenter Comme vous le faites. Leader de la distribution en ligne. Oui. Non, Leclerc, c'est près de 700 magasins en France, un peu plus de 600 drives maintenant. Donc voilà, 20% de part de marché, présidé par un homme très actif. Et donc responsable média, concrètement, c'est vous qui achetez la publicité? C'est moi qui m'occupe pour l'ensemble du groupe Leclerc, de l'ensemble des activations médias nationales, pas locales, uniquement le média national, et sur toutes les publicités, que ce soit off et on. Pas de chiffres? C'est-à-dire, oui, si, les chiffres publics, donc les chiffres Kantar. À peu près 378 millions d'euros bruts investis en 2017. Sur le média, il y a du hors-média? Sur le média et du hors-média, oui, beaucoup de hors-média également. Hein. Le prospectus, ça reste encore un média très important pour les distributeurs alimentaires. Voilà, c'est pas pigé, donc je vous donnerai pas de chiffres. Et plusieurs millions d'exemplaires, évidemment, papier. Très bien. À votre gauche, Nicolas Riel, Chief Strategy and Marketing Officer de S4M. Également, comment on peut présenter S4M en quelques mots, en quelques chiffres? S4M, du coup, c'est une plateforme, c'est un DSP qui est spécialisé dans le Drive to Store. Vous ne l'avez pas vu sur le logo tout à l'heure. Au départ, j'ai eu une petite crise cardiaque, mais en fait, c'est normal, puisque c'était une présentation en fait, des technos, et nous, on va être compatible avec chacune des technos. On pense qu'elles sont complémentaires et tout dépend des objectifs, donc on va pouvoir activer à la fois sur de la mesure du beacon, sur du ciblage du GPS. Par exemple, voilà, on optimise nos campagnes sur un critère qui est amener du trafic en magasin et du trafic additionnel. C'est donc un spécialiste de la publicité mobile qui a vraiment fait un focus sur le Drive to Store. Hein. Oui, tout à fait. Et on diffuse des publicités display et aussi audio. Et à votre gauche, Laurent Landel, directeur associé chez Bonial, et également responsable du groupe de travail Drive to Store, la Mobile Marketing Association. Bonial également, également 2-3 mots, 2-3 chiffres. Alors Bonial, c'est effectivement un site web et une application qui réunit 4 millions de consommateurs tous les mois et qui viennent chercher la seule chose que vous verrez si vous allez sur Bonial, les prospectus, les catalogues, les offres des distributeurs, mais dans un format digitalisé. Donc c'est, j'allais dire, l'efficacité de ce marketing incroyable qui est le catalogue, on va dire au goût du digital. Voilà, ça c'est pour ma casquette Bonial, et pour ma casquette MMA, effectivement le Drive to Store c'est un sujet objectivement passionnant, également un sujet complexe. On sait qu'aujourd'hui le mobile influence probablement entre la moitié et les 2/3 des achats qui sont faits en magasin, c'est absolument considérable. Et donc il nous semblait intéressant au sein de la MMA d'avoir peut-être un groupe de travail dédiés à ces questions-là, qui sont souvent des questions, vous l'avez vu précédemment, et Anne vu là, je trouve parfaitement vulgarisées, et j'y ai moi-même appris des choses que j'ignorais, donc merci Anne vu. Voilà, c'est un sujet complexe, techno, et donc le rôle de la MMA, c'est d'abord de commencer à expliquer, pour que ensuite les distributeurs s'intéressent encore plus à ce sujet qui est à mon avis un réservoir de croissance formidable. Je pense que le mobile va s'imposer de plus en plus, beaucoup plus comme le meilleur ami du commerce en magasin que du commerce en ligne. Alors avant de parler plus précisément d'efficacité du Drive to Store, est-ce que vous pourriez essayer de définir ce marché, notamment la taille de ce marché? J'ai eu beaucoup de mal à trouver des chiffres précis du Drive to Store. Ça pèse quoi dans le mix média? Ça pèse quoi dans le digital? Ça pèse quoi sur le mobile? Mathieu, peut-être vous avez une évaluation j'ai pas d'évaluation du marché. Moi je sais ce que je fais, mais après sur le marché je ne sais pas. Après ça dépend ce qu'on entend dans le Drive to Store. On parlait du digital, mais enfin aujourd'hui il y a quand même beaucoup de médias qui ont pour objectif de faire du Drive to Store. Le prospectus en est un, c'est le premier, donc qu'il soit papier ou digital, donc sachant qu'il est essentiellement papier aujourd'hui encore, majoritairement. On rappelle que le prospectus, donc, c'est comptabilisé en dehors des comptabilisations habituelles des médias, c'est ça? C'est du hors média. Ouais. D'accord, donc c'est comme des investissements significatifs? C'est des investissements significatifs, mais qu'on considère hors média. Enfin, ouais. Et puis, et ensuite, il y a tous les médias qu'on utilise pour générer du trafic en magasin, soutenir les promotions, que sont la radio, la presse, l'affichage et le digital évidemment. Donc voilà, tous ces médias-là sont des médias, à partir du moment où
on leur donne un objectif de mettre en avant une offre ou une opération promotionnelle, ont pour vocation de générer du trafic en magasin, donc Drive to Store. Alors, si on prend l'exemple de Leclerc, on peut dire que plus de la moitié de vos investissements reposent sur cette problématique. Oui, à peu près la moitié des investissements sont Drive to Store. Si on comprend Drive to Store, tous ces médias-là. Nicolas, un rebond. Est-ce que c'est pas 100% du coup, quand on est retailer, c'est pas 100% de l'investissement qui au final, non, la finalité n'est pas des distributeurs, je ne veux pas parler au nom de tous les distributeurs, mais il y a quand même aussi beaucoup de travail qui est fait en communication sur la préférence de marque. Ouais. Sur l'image de marque, les marques distributeurs également. Donc voilà, donc nous Leclerc on est peut-être un peu à part sur le marché. On a toujours mis une part importante de nos investissements sur l'image de marque de l'enseigne Leclerc, mais également toutes les marques distributeurs qu'on référence. Donc voilà, chez nous c'est pas 100%. Pour apporter un éclairage, moi je me souviens d'avoir une discussion avec un distributeur qui me disait que le catalogue c'était de très loin son média le plus efficace, et c'est vrai que quand vous regardez ce qu'il y a dans un catalogue, c'est toujours passionnant, on trouve plein d'idées, il y a des prix, je crois que c'est Édouard Leclerc qui disait les prix bas, les pauvres en ont besoin et les riches en raffolent. C'est très cynique, mais je crois que c'est assez vrai. Et donc le distributeur me disait qu'après avoir beaucoup investi pour mettre ce catalogue dans les boîtes aux lettres, il réinvestissait en radio pour rappeler aux gens que ce catalogue était dans les boîtes aux lettres et qu'il fallait aller le voir. Et je trouve en fait que c'est une mécanique assez vertueuse de se dire que le distributeur a fait ce travail incroyable de sourcer 500 offres toutes les semaines. Il n'y a aucune industrie qui arrive à mettre ça sur pied, c'est assez incroyable. Voilà, une fois qu'elles sont là, le rôle de ces offres, c'est de trouver leur public. Et tout ce que le média peut permettre pour mettre ces offres sur le chemin des consommateurs, c'est évidemment bénéfique pour tous. Alors Nicolas, du coup je reprends ma question. Si on devait essayer de définir et de quantifier ce marché du Drive to Store, on pourrait l'évaluer à quel pourcentage du marché publicitaire? J'en ai aucune idée, j'aimerais beaucoup savoir. Je posais la question parce que je me disais, finalement, même sur du branding, sur la marque Leclerc, qu'au final, ma préférence de marque va faire que je vais me déplacer. Mais c'est vrai que pour le cas des marques distributeurs, c'est pas le même KPI, donc on peut effectivement le mettre de côté. Là, il y a la question du digital Drive to Store qui, moi, aujourd'hui, qui est mon sujet, et il me semble sur lequel il y a une nouveauté. Est-ce que quand je pousse une publicité dans l'environnement digital et que je ne redirige pas vers mon site internet, mais peut-être vers ce qu'on appelle un store locator, est-ce que ça c'est du Drive to Store? A priori oui, c'est l'objectif de la campagne, et souvent, ce qu'a pu présenter Anne-Vous tout à l'heure, l'idée c'est cette nouveauté qu'on a vu arriver dans les 2 dernières années, qui est la mesure, le fait de pouvoir quantifier l'efficacité de la campagne sur le trafic en magasin. Donc j'ai tendance à mettre dans ce que j'appelle Drive to Store, alors qu'en fait c'est beaucoup plus large. Le digital Drive to Store, c'est ça que j'aimerais réussir à focaliser, et non, il n'y a pas d'études, et c'est notamment, je pense, quelque chose qu'il faudrait qu'on a, des discussions d'ailleurs qu'on a eues lors du GT de la MMA, mais aussi des discussions, je sais, à l'IAB, qui est de dire comment on fait rentrer, je pense, à l'Observatoire du CERI, qui fait un très bon travail de suivi des investissements, comment on a cette notion de finalité de campagne. Je vois Hélène qui est au fond, comme ça je passe le message en même temps. Comment on arrive à avoir cette vision-là juste pour le suivre, parce que c'est intéressant quand il y a des évolutions marché et un mix média qui est bouleversé par des nouveautés technologiques, que chacun puisse le suivre. Donc on voit les principaux investisseurs, c'est souvent effectivement des commerçants, ça peut être aussi des constructeurs automobiles qui veulent renvoyer du monde en concession, donc il y a une vraie problématique Drive to Store. Laurent, on n'a aucun moyen d'évaluer comme le poids global de ce marché? On peut, c'est-à-dire, honnêtement, on peut le faire à la louche, c'est-à-dire que si on se dit que le distributeur investit 1% de son chiffre d'affaires en marketing et que la moitié de ce marketing a vocation à faire venir des gens en magasin, ça fait un budget considérable. Carrefour doit faire 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, donc investir peut-être 400... La moitié de 400 millions, c'est ça ? 200 millions, moi je dirais qu'effectivement le Drive to Store... Juste pour Carrefour. Juste pour Carrefour, ça doit être de l'ordre de 200 millions d'euros. Et puisqu'on parle de Carrefour, je trouve qu'Alexandre Bompard, pendant une AG il y a quelques mois maintenant, a eu une position que je trouve très forte. Il a donné comme ambition pour le groupe que le budget marketing de Carrefour soit composé à 50% de digital en 2022. Alors après, est-ce qu'il le fera? Ça, l'histoire nous le dira, mais en tout cas, il le dit, il l'écrit, et je trouve que c'est une vraie bonne nouvelle pour tous, parce que quand on prend un peu de recul sur les usages, on sait tous que le mobile influence plus de la moitié des achats en magasin, et donc on aurait tendance à penser que la quote-part de l'investissement des annonceurs et donc des distributeurs devrait être isochrone, ce qui n'est pas le cas. Peut-être un point de comparaison, aux US, 35% du budget marketing des distributeurs est investi en digital Drive to Store. En France, il n'y a pas de chiffre, mais moi je dirais
j'espère que je dis pas de bêtises Mathieu, mais entre, allez, peut-être 7 pour les plus, on va dire, conservateurs, et peut-être pour les plus innovants comme vous, peut-être 15 ou 20%. Pas loin de la vérité. Bon, il reste un peu de boulot. Ça me rappelle un peu les débuts de l'explosion de la publicité mobile, où on avait ce critère. C'était le pourcentage du mobile au sein du digital, et on le suivait chaque année, on regardait par rapport en Angleterre et par rapport aux US, et on disait on est la traîne, etc. Et on avait ce KPI, et en fait d'un coup la publicité mobile c'est plus un sujet dans le sens, tout est mobile, voilà. Donc en fait, encore, c'est 49% selon les chiffres de février du SRI, donc on est bien. 100% mobile. Ouais. Et donc bon, on y arrive et c'est partout. Et là, c'est un peu le deuxième sujet. Il y a une nouveauté technologique qui est je vais pouvoir mesurer l'impact. C'est en croissance et donc voilà, faut pouvoir le faire. Un dernier point, Laurent, non ? Ouais, effectivement, c'est des nouveautés technologiques. Juste il y a 3 ans, on n'avait rien de chez rien. Ouais. J'avais des discussions avec les distributeurs. Je leur disais regardez, c'est super, on arrive à afficher les catalogues sur les mobiles. Bon, ouais, mais aujourd'hui, on sait tous que le dernier média entrant dans le mix média doit apporter peut-être plus d'éléments d'efficacité que le média précédent, et c'est le jeu, je trouve ça bien normal. Aujourd'hui, le marketing mobile apporte des éléments, mais absolument passionnants, sur son efficacité. On arrive à savoir si les gens, après avoir vu une pub, se sont rendus dans les magasins. Il n'y a aucun média offline qui arrive à le faire de manière aussi précise. C'est un progrès considérable, et on se revoit dans 3 ans, j'espère avant, mais ça aura encore changé, il y aura encore des nouvelles technos, et c'est ça qui est passionnant, et c'est, je crois, ça la mission du groupe de travail, c'est de faire en sorte que tout le monde s'y intéresse. Alors on est là pour parler d'efficacité du Drive to Store. Alors on pourrait se poser une question un peu concrète. On vend quoi exactement sur ces plateformes Drive to Store? Parce qu'on est habitué à peut-être avoir passé des bannières, des clics, mais là il n'y a pas forcément de clics lorsqu'on rentre dans un point de vente. Donc Mathieu, par exemple, vous achetez quoi quand vous achetez des campagnes Drive to Store concrètement? Concrètement, on achète des impressions publicitaires d'abord, qu'on monitore ensuite en visite magasin. Après, ce qui est important de définir, c'est le ciblage, comment on cible et comment on collecte la donnée, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on appelle une visite qualifiée ou une visite incrémentale. Ça c'est vraiment les critères importants, mais aujourd'hui, le marché, c'est du clic ou de l'impression publicitaire qu'on moniteur ensuite à la visite magasin. D'accord. Et si on parle justement de vos KPI sur la partie visite magasin, c'est quoi concrètement? Alors nous, les KPI... évoqué tout à l'heure différentes technologies. On voit effectivement la question de la précision, la question du temps au point de vente, la question éventuellement de la fréquence. Vous avez défini vos propres KPI? On se cherche encore, mais on avance en marchant. Donc clairement, c'est vrai que toutes les solutions aujourd'hui sont assez différentes. Vous en avez parlé précédemment, entre le Wi-Fi, le beacon, le SDK. Les précisions de ciblage ne sont pas les mêmes. Mais si on revient avec du bon sens, une visite magasin, qu'est-ce qu'on entend comme une visite magasin? C'est vraiment une visite qui a été enregistrée, polygonée dans la surface du magasin. Polygonée, c'est-à-dire que vous suivez un plan du magasin. Tous les magasins ne sont pas des disques, à part peut-être certains. Tous les magasins ne sont pas des disques, donc on prend vraiment la surface de l'hypermarché, polygonée. Donc on comptabilise une visite à partir du moment où la visite, où le signal l'ID du téléphone ou Wi-Fi est identifié dans cette surface polygonée. Et c'est avec évidemment une durée minimum et aussi une durée maximum. Alors la durée minimum, c'est combien par exemple? Là-dessus, c'est pareil, on n'a pas encore vraiment de moyenne. Nous, on se dit, on comptabilise une visite autour de 2-3 minutes, une visite vraiment dans la surface polygonée. Du moins, la personne elle est rentrée dans le magasin, j'ai fait le job de l'emmener dans le magasin. Après, normalement, le commerçant, celui qui met en avant tous les produits, le distributeur, normalement, lui, il doit réussir à le transformer. Mais ce qui est important, c'est donc vraiment d'exclure aussi les salariés, les visites quotidiennes. C'est trop longue, les visites trop longues ou les visites qu'on voit tous les jours, etc. Et puis évidemment, de prendre aussi les visites, uniquement les visites aux horaires de magasin. C'est une évidence, mais parfois il y en a pas mal qui l'oublient. Nicolas, chez S4M, vous vendez quoi vous? Nous, effectivement, on ne vend pas des push notifications, on n'est pas sur de l'emailing, effectivement. On parle de display ou d'audio, donc ça va être, et avec comme objectif de générer la visite incrémentale. Qu'est-ce que c'est une visite incrémentale?
c'est un nouveau KPI, c'est de se dire ok, j'ai une visite, jusqu'à présent on a essayé d'avoir le plus d'infos, effectivement, j'ai une personne qui est restée plus de 2 minutes, etc. La meilleure précision, est-ce que la personne est dans les murs, etc. Et en fait on se rend compte que c'est pas suffisant, ou alors on va avoir un reach trop faible. Tout à l'heure vous avez vu les différentes technologies. On va avoir, si on veut, la fréquence, c'est-à-dire pour pouvoir dire que la personne est restée 2 minutes, je dois pouvoir en fait suivre la personne toutes les 2 minutes ou toutes les 3 minutes. Et ça en fait, le reach de ces audiences-là est très réduit. Voilà, on est sur moins de 5 millions de personnes en France, peut-être encore moins potentiellement, et quand on fait des campagnes nationales, on veut toucher beaucoup de monde. Donc ça peut servir, on peut s'en servir, ça a de la valeur de cette donnée, peut-être pour extrapoler. Mais donc, pour résoudre un peu ce problème, on s'est focalisé sur finalement autre chose, qui est ce qu'on appelle la visite incrémentale. Qu'est-ce que c'est la visite incrémentale? C'est le fait que si je suis, on me diffuse une publicité, et qu'effectivement je vais chez Leclerc, mais peut-être que j'allais aller de toute façon chez Leclerc. Voilà, c'est le grand sujet. De toute façon, c'était prévu, j'ai l'habitude d'y aller, c'est à côté de chez moi, point. Il se trouve que j'ai vu la pub, donc j'ai comme été tagué, comme si on m'avait mis un cookie, et que d'un coup, voilà. Donc c'est la logique de l'attribution qu'on connaît sur le digital, hein. Donc on revient sur des mêmes logiques, sauf que là c'est pour le monde réel, c'est pour les vrais magasins. En gros, vous voulez pas que Leclerc repaye ses propres clients? Ouais, c'est ça en fait, mais c'est... Ça vous intéresse pas vraiment? Non, voilà. On imagine. Donc il y a deux objectifs. Ah, ça marche. Deux objectifs. Je veux ou qu'une personne vienne plus souvent, de toute façon c'était déjà un client, mais je veux qu'elle vienne plus souvent, ou qu'elle vienne, que ce soit vraiment additionnel. Et pour ça, en fait, comment on le fait au sein de notre plateforme, au moment de la diffusion de la campagne, en live, en temps réel, on crée un groupe de contrôle qui est dynamique, c'est-à-dire même si mon ciblage évolue, mon groupe de contrôle évolue, ça c'est hyper important, la méthodologie de la visite incrémentale est très importante, et on va, en live, chaque jour, regarder si j'ai une différence entre mes gens exposés et mes personnes qui sont non exposées à ma campagne. Concrètement, ça veut dire que vous ne vendez pas, vous, autant de visites. Si on vous demande une visite de 3 minutes, vous estimez que ce n'est pas pertinent comme technique? En fait, on pourrait le faire, mais on est sur des sources de données qui sont faibles. Donc on aura un reach, voilà, on va faire des campagnes, pas ce qui répond à une problématique annonceur de couverture massive, et ça ne sera pas suffisant. Donc on pense qu'en fait, la visite incrémentale résout le problème. C'est-à-dire qu'à la limite, mais je vais dire, si j'ai même une personne, voilà... si on se pose on parlait de la question des centres-villes tout à l'heure, Jacadi et The Couples, ouais, très bon exemple. Imaginons que j'ai un doute, effectivement, là j'ai une personne, je pense, qui est chez Jacadi, mais en fait le cercle fait que j'ai quand même 2 mètres de possibilité qu'il soit chez The Couples, imaginons. En fait, en ayant une vision de visite incrémentale, ben, je résous le problème, parce que finalement, j'enlève toutes les personnes qui de toute façon seraient venues, et je garde que l'incrément. Et donc l'incrément, la personne, si la seule raison pour laquelle on la trouve là, c'est parce que la seule différence par rapport à une autre population, c'est qu'il a vu la pub, j'imagine pas qu'au moment d'arriver, il a dit « Ah non, finalement, c'est pas The Couple, c'est Jacadi » au dernier moment. Donc ça résout le problème, et toutes les questions justement d'opposition, des technos, etc. sont plutôt résolues avec cette façon de traiter la donnée. Laurent, la question de la définition de visite en point de vente, c'est un pain point pour le développement de ce marché? Ouais, alors c'est un pain point ou c'est au contraire une opportunité, en tout cas un sujet dont il faut se saisir. Et je salue en cela la démarche des centres Leclerc. Les KPI qu'on définit, ils ne peuvent être que très personnels et propres à son business. Une visite de 3 minutes chez Picard, c'est trop long. Il s'est passé un truc, si vous avez passé plus de 3 minutes chez Picard, c'est que vous avez tombé amoureux de la caissière, il s'est passé un truc, parce que la visite moyenne, elle est de moins de 2 minutes. En revanche, chez Ikea, si vous y avez passé moins de 2 heures, il s'est là aussi passé quelque chose. Donc je pense que chaque distributeur va en fait devoir définir un jeu de KPI qui sera propre à son business. Et pour prendre un exemple encore plus extrême, un constructeur auto, quelqu'un qui me dit « Ah ben moi je fais venir du monde dans ta concession avec un coût par visite à 1 € ou 1,50 €, ah, j'y crois pas une seconde, on change de bagnole tous les 10 ans. » On va parler du pricing juste après, mais en tout cas, ouais, le temps en point de vente va dépendre de chacun des commerçants. Donc en fait, il y aura toujours des nuances très importantes, et je rejoins l'analyse de Nicolas. Nous, c'est la même méthode qu'on utilise, c'est ce protocole de mesure exposé, non exposé, où on mesure l'incrémental,
Enfin, franchement, moi, si j'ai vu une publicité pour Jacadi qui est à côté de la boulangerie, ce serait quand même surprenant que tous les gens qui aient vu la publicité Jacadi, en fait, se soient rendus à la boulangerie. Donc à un moment, on va en arriver à la conclusion que la pub a dû finir par marcher. Je vais juste intervenir, parce que là, je suis en total désaccord avec toi. Moi, je passe beaucoup plus de temps chez Picard. J'adore, je fais tous les rayons, je passe plus de 15 minutes, donc dans ce cas-là, je suis pas d'accord. Laurent a commencé à poser la question du prix, du coût du Drive to Store. Mathieu, est-ce qu'on peut comparer aujourd'hui l'efficacité de ces leviers digitaux avec ce que vous faisiez en prospectus ou en campagne radio par exemple? Est-ce que c'est compétitif? On ne peut pas comparer, parce qu'on ne mesure pas avec la radio, le prospectus. Alors le prospectus, on peut mesurer le chiffre d'affaires généré par le nombre d'UB présent dans le prospectus. UB, rappelez-nous. Unité de besoin, c'est tous les produits qu'il y a dans les... Donc concrètement, vous mettez en avant, je ne sais pas, une promotion, vous êtes capable 500 références dans un prospectus, vous voyez, voilà, vous regardez sur la durée de l'opération, voilà, le chiffre d'affaires généré. Vous l'attribuez au prospectus, c'est ça? On peut l'attribuer à l'opération globale, mais le prospectus, la radio, enfin tous les médias. Mais encore une fois, l'objectif, c'est pas... la promo chez un distributeur, il ne faut pas oublier, c'est à peu près... c'est 10 à 20% du chiffre, c'est rien du tout, le reste c'est du fond de rayon. Donc l'objectif même du catalogue, c'est bien de faire venir les gens en magasin. Ils vont peut-être acheter 2-3 produits du catalogue et ensuite ils vont acheter leur course habituelle, leur fond de rayon. C'est pas non plus une juste mesure de se dire je prends que les UB du prospectus ou le chiffre d'affaires de tous les produits que j'aurais mis en médias. Pour voir l'efficacité. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est difficile de mesurer l'efficacité du prospectus, donc c'est difficile de mesurer avec le Drive to Store qui lui est mesurable. Non, je dis qu'il ne faut pas réduire ça uniquement au chiffre d'affaires des produits. Ce qu'on regarde bien pour mesurer l'efficacité d'une opération commerciale, c'est bien le nombre de... Et après, c'est plus nos données à nous, ça pour le coup, c'est toutes les données qu'on a, et c'est ça finalement les plus fiables, c'est toutes les données sorties de caisse, que ce soit en vente ou en nombre de tickets. Et donc c'est ça qu'on regarde finalement, c'est le chiffre d'affaires au global généré, et dont le chiffre d'affaires généré par les produits qui ont été mis en avant dans tous les médias, et puis le nombre de tickets de caisse, donc qui pour nous mesure le trafic. Donc c'est difficile de comparer avec d'autres médias, mais néanmoins vous avez mené différentes opérations avec des acteurs du Drive to Store. Je crois que vous avez aussi travaillé avec S4M, si je ne dis pas de bêtises. On a travaillé avec S4M, mais pas forcément sur le Drive to Store. On a travaillé avec pas mal de globalement, est-ce que vous êtes satisfait par ces nouvelles solutions? En tout cas, ce qui est satisfaisant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on puisse aller un peu plus loin dans la traçabilité et qu'on puisse mesurer donc l'efficacité exposé versus non exposé, toutes choses égales par ailleurs sur les autres médias. Ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau et c'est quand même assez intéressant de voir le coût par visite que ça peut générer, le nombre de visites, le coût par visite, le reach et les zones de chalandise digitales aussi. Ça on n'en parle pas, mais c'est super intéressant, nous qui sommes des retailers physiques, de comparer nos zones de chalandise de distribution de prospectus et les zones de chalandise digitales. Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure dans la mesure, c'est qu'en fait, avec les mesures qui existent aujourd'hui, on peut voir la provenance des shoppers. Et donc comparer finalement là où je distribue mes prospectus en zone chaude, zone froide, etc. Est-ce que finalement, avec la vraie mesure de mes visites incrémentales en magasin, est-ce que finalement j'ai pas des zones où finalement j'ai des clients qui habitent là et que je touche donc un formidable outil de géo-intelligence, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais est-ce que sur la question du coût par visite en point de vente, vous êtes globalement satisfait? C'est un chiffre finalement que vous découvrez avec ces nouveaux... Oui, c'est ça, on découvre en marchant. Oui, on est plutôt satisfaisant pour l'instant de ces coûts par visite. Après, le coût par visite, ça ne veut pas dire grand-chose. Si je voulais être vraiment puriste, il faudrait regarder plutôt la rentabilité vraiment exacte de cette visite, c'est-à-dire est-ce que cette visite a généré des ventes et combien de son panier, quelle est la taille du panier et la valeur du panier. Si on voulait encore aller plus loin, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, c'est d'aller voir le coût à la marge finalement. Nicolas, sur la question du coût par visite, alors c'est pas le modèle de vente aujourd'hui des plateformes Drive to Store, mais in fine, un peu comme sur le digital, l'annonceur va faire ce calcul. Est-ce qu'on peut le quantifier aujourd'hui? Est-ce que c'est rentable par rapport à d'autres leviers non digitaux? Alors, il y a des plateformes qui sont là sur le coût par visite. Et on optimisait d'abord
D'ailleurs, par visite totale au départ. Enfin, ceux qui sont allés, c'était quand même du coup visite totale. Total, ça veut dire quoi? Pas les visites incrémentales. Ah oui. Donc forcément, tu as des coûts plus intéressants. Et ça attribue des visites qui étaient forcément liées à l'outil. Sachant que sur l'alimentaire, quand même, pour info, on le disait tout à l'heure, 70% des gens ils reviennent toutes les semaines faire leurs courses alimentaires. Et la baseline, c'est peut-être pas le bon business model du coup. Voilà. Au départ, et c'était le début, on n'avait pas cette notion d'incrémental, donc on optimisait sur la visite et on est vite rentré. Et on a vu d'ailleurs, j'ai vu des concurrents annoncer coût par visite, etc. Et en fait, on est rentré dans un espèce de truc un peu pervers où finalement, on taguait 10 millions de personnes, on leur push publicité une fois. Donc pas d'impact sur la mémorisation, sur l'intention de marque, enfin tous les KPI de la publicité classique en fait, qui font qu'après j'ai une intention, pour être sûr de retrouver cette personne au magasin. Donc, et s'attribuer la visite. Alors donc en fait on rentre dans un truc un peu pervers, nous-mêmes en compétition avec ça, à nous challenger sur ce KPI-là, et donc on va être forcé finalement à aller sur un truc qui va être moins qualitatif, donc là c'est le monde à l'envers. Et donc voilà, aujourd'hui le coût par visite incrémentale finalement approche... Oui, on n'y est pas, on n'a pas les sorties de caisse, etc. Mais on se rapproche quand même, et si on regarde les autres médias, parce que le problème c'est que quand on a une techno, on a envie vraiment du coup d'aller et de pousser, etc. Jusqu'au bout, évidemment, et de toute façon, c'est ce vers quoi on va aller, il n'y a pas de doute. Mais on se rapproche de quelque chose, je vous donne un exemple concret sur le loto. Le loto, sur des coûts à la visite, on est sur des choses où on est autour de 5, 7 euros. Voilà. Coût visite incrémentale, on est plutôt entre 50 et 100 euros suivant les modèles, les marques. Et c'est normal, si on a un bon ciblage et qu'on cible des intentionnistes auto, mais c'est des gens que je vais retrouver en concession. Donc j'ai tendance à avoir des visites. Mais est-ce qu'il serait... justement, je veux être sûr qu'il est venu grâce à ma publicité, et là ça change tout. Et donc on est sur des coûts qui ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Et donc c'est important d'en parler justement pour finalement éduquer le marché sur... Sinon on rentre sur en tout cas, on peut évoquer des coûts de l'ordre de l'euro pour l'alimentaire et des dizaines d'euros pour un constructeur auto spécialisé, c'est ça? La question du ROI, elle est hyper intéressante. C'est-à-dire que là, je me dis, est-ce que concrètement, j'ai fait une campagne récemment pour un fast-food. Je me rappelle les premières sorties, on arrivait à avoir le coût à la visite incrémentale, donc pas optimisé, parce que c'était après 2 semaines, on peut encore faire beaucoup mieux, on est autour de 7 euros. Bah 7 euros, si je suis un fast-food, je me dis, mais en fait, c'est pas rentable en fait. Parce que là, j'ai ramené quelqu'un, alors c'est rentable peut-être parce que je vais changer ses habitudes, qu'il va revenir, etc. Mais en fait, voilà, si on est pur, d'un coup on se dit, moi j'ai de la marge là-dessus, parce qu'effectivement, il faudrait regarder la marge, et je me dis, je sais que mon panier moyen chez moi, il est peut-être de 5 euros, bon bah en fait, c'est pas rentable. Alors ce qui est terrible, sur la première visite, voilà, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que une fois qu'on a l'information, on peut prendre la décision de dire c'est pas rentable, j'arrête. Mais on l'a pas du tout pour plein d'autres médias. Donc c'est ça qui est un peu le problème. Après, on rentre, on fait des études. Trop de transparence, tu la transparence. Non, mais du coup, non, moi ça me plaît pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu comme si vous voulez, pourquoi les e-commerçants investissent massivement. Vous regardez le mix média d'un e-commerçant, il y a 90% qui va sur le digital. Ça paraît hyper logique, hein, voilà, c'est son levier, ça l'amène. Pourquoi? Parce qu'en fait, il calcule son ROI. Là, quand je rentre là-dedans, moi philosophiquement, ça me gêne pas d'avoir un rapport où je dis que bah voilà, c'était pas rentable. On a fait notre première campagne, ça a duré 2 mois, on est à ça. Mais ça veut dire que je rentre dans une logique de fil rouge où en fait on va tout faire, on va tester des messages différents, on va tester des audiences différentes, et puis après on va rentrer, on va dire ça c'est rentable, n'y touche plus. Et on le lance. Et puis après on fait d'autres essais avec d'autres messages, etc. Donc en fait, le fait de toucher à la rentabilité fait qu'en fait on rentre dans des campagnes qui sont finalement plus importantes. Laurent, effectivement, c'est pas un peu un des effets pervers du digital, c'est qu'en étant extrêmement transparent, on va lui demander une performance qu'on n'a peut-être pas demandé aux médias traditionnels. Ouais, ça c'est le jeu du dernier entrant. Hein. Le dernier média entrant doit apporter plus de gages que les médias précédents. Ça c'est le jeu. Je pense qu'il faut aussi tenir compte du fait qu'on est sur des marchés très matures. Enfin, l'alimentaire, pardon, mais c'est un marché où les acteurs sont en place depuis très longtemps. Enfin, franchement, quand vous avez un centre Leclerc à moins de 10 km de chez vous, pour pas y aller au moins une fois par an, bonne chance. Donc aller chercher le client en plus, c'est compliqué. Et il faut forcément aller taper un de ses petits copains, donc c'est coûteux. Et ça, c'est une réalité du marché que la publicité digitale peut effectivement, j'allais dire, apporter sur un plateau. Mais je trouve que c'est justement ça la transparence, c'est de se dire, bah voilà, là on a enfin des outils qui vont permettre de mesurer précisément les choses, là où les médias traditionnels, encore une fois, qui sont très efficaces,
permettent pas d'apporter des éléments de mesure aussi. Et les annonceurs, ils achètent de la visite. Il n'y a pas cette tentation aussi de sauter les étapes et d'aller directement sur des modèles à la performance? Ouais, ça c'est le cousinage du e-commerce, comme le disait Nicolas Riol, qui a pu, j'allais dire, forcer cette habitude. Moi j'aime bien effectivement les distributeurs qui me disent, mais attends, moi je suis CMO, mon job c'est de faire venir les gens sur le parking du magasin. Il y a des offres géniales dans ce magasin, mon métier c'est d'arriver à réconcilier ces 500 offres avec les attentes clients qui sont toutes très différentes, et une fois que j'ai fait le match et que j'ai donné envie, j'ai fait mon job. Après, si le magasin est mal tenu, s'il y a des ruptures en rayon, c'est pas de ma faute. Et je trouve ça effectivement pertinent de scinder chacun, j'allais dire, son métier dans cette chaîne de valeur du distributeur qui est très complexe. Un point qu'on a rapidement évoqué, Mathieu, c'était la question de qui mesure et qui certifie ces visites. C'est un métier relativement jeune, on a beaucoup d'acteurs qui sont jugés partis, notamment parce qu'ils sont peut-être parfois en avance sur les mesureurs. Est-ce que ça vous pose des questions, ce modèle d'organisation du média Drive to Store? Est-ce que vous auriez des souhaits à partager en matière peut-être de transparence, et clarification des rôles? Alors en tant qu'annonceur, oui, bien sûr. Clairement, c'est un métier, enfin, tu crées des solutions assez récentes, donc voilà, elles se cherchent encore en termes de mesures. Ça commence à se professionnaliser. Il y a des mesureurs tiers de confiance avec différentes solutions là encore, que ce soit via des SDK ou via de la mesure physique, beacon ou Wi-Fi. Donc c'est vrai que aujourd'hui c'est pas très unifié. Ce qui est le plus embêtant, c'est en effet quand on est jugé parti, clairement. Donc nous, je conseille en tout cas à tous les annonceurs qui font du Drive to Store, c'est vraiment de prendre des mesureurs tiers. Il y en a plusieurs sur le marché aujourd'hui avec des méthodologies différentes. J'espère qu'à terme on aura une rationalisation, en tous les cas une uniformisation de la mesure, pour que tout le monde ait les mêmes critères, on va dire, de mesure, avec des tiers de confiance, qui ne soient pas jugés partis évidemment, avec des mesures fiables. Voilà. Après, pour un distributeur pour les distributeurs GSA, pour les grands distributeurs, finalement, la mesure, on l'a quand même un peu, nous, normalement, puisque les tickets de caisse, les bases encartées, à partir du moment où vous avez onboardé votre base, vous êtes capable d'ailleurs pas que sur le mobile, sur l'ensemble des leviers digitaux, vous êtes capable de pouvoir mesurer et d'attribuer, dire cette personne-là, cet ID ou ce cookie-là, il a bien été identifié, il a bien été exposé par une publicité, et il a généré ce chiffre d'affaires-là et ce nombre de tickets de caisse via sa carte de fidélité, je le connais. Mais ça, c'est une donnée qu'on n'a que sur nos porteurs de cartes. Après, pour aller, ce que disait Laurent tout à l'heure, pour aller recruter des nouveaux, etc., on n'a pas forcément... Pour la conquête, c'est plus compliqué. Pour la conquête, c'est plus compliqué. Nicolas, une entreprise qui est jugée partie sur le Drive to Store, ça peut être problématique, ça peut inquiéter les annonceurs? Je pense que c'est un standard du digital, c'est le début. On a des nouveautés technologiques qui arrivent. Le premier qui a réussi à donner ce coup par visite, n'allons pas le montrer du doigt en se disant il ment, voilà, parce que ça l'arrange. C'était aussi qu'il n'y avait pas d'autre solution. Parce qu'on parlait du polygonnage par exemple, ça implique en fait que le mesureur soit au niveau, qu'il ait la même finesse dans la carte. Il peut aussi utiliser des third parties qui permettent d'avoir des POI polygonés, mais en gros l'idée c'était de se dire, c'est pas tout de suite de pointer du doigt, mais c'est logique en fait quand ça devient massif, qu'on rentre dans les logiques du digital, j'ai un tracking pour m'assurer que ce que j'ai acheté soit le cas, et puis de mesurer différents acteurs. Pour vous donner un retour d'expérience, parce que S4M est présent on fait des campagnes dans à peu près tous les pays du monde et on a 8 bureaux. Aux États-Unis, et alors c'est un truc vraiment que j'aime pas dire, c'est ils sont en avance, etc. Parce que technologiquement, c'est pas forcément vrai, mais en tout cas ils ont pris cette voie. Nous, quand on reçoit des briefs d'annonceurs, que ça soit McDonald's aux États-Unis, on nous demande si on est compatible et si on peut être mesuré par Placed, qui était une société qui a été rachetée par Snapchat. Home Depot, par exemple, utilise 9 Decimal et Subway utilise Foursquare. Donc ce sont des mesureurs. Il y a eu un moment à tour de table, un peu comme un annonceur choisit son DSP ou ses technos, etc. Souvent, ce qu'on voit dans la visibilité des bannières, par exemple, là, c'est tiers de confiance. C'est ça. Il y a eu un choix qui a été fait à un moment, on a dit, voilà, cette année, peut-être on le remettra en cause, mais
notre tiers de confiance, ou alors on en a deux, ça va être ça. Et l'acteur média, lui, reçoit un brief où il doit être compatible. Nous, nos différenciations là-dessus, c'est qu'on va aller plus loin avec les mesureurs, et on va, au lieu d'être mesuré a posteriori, et d'apprendre en fait en croisant les doigts, en espérant qu'on a fait la meilleure campagne, on leur demande une intégration live. Donc ce qu'on veut, c'est recevoir les visites et mesurer l'uplift pendant la campagne. C'est le cas avec deux acteurs qui sont présents. Il y a un acteur qui s'appelle AdSquare, il y a un autre acteur qui est présent dans le monde qui s'appelle Factual aussi, et on le fait un acteur Beacon qui s'appelle Keros. On souhaite en avoir d'autres parce qu'on est une plateforme, on doit être agnostique. J'ai cru voir que FeedsUp en faisait aussi. FeedsUp est un mesureur, tout à fait, je ne vais pas dévoiler, mais potentiellement, évidemment, dans les discussions qu'on a, on se dit, mais peut-être à des boîtiers, est-ce qu'on ne pourrait pas mesurer? Il y a effectivement une activité média dans laquelle typiquement on pourrait être concurrent, donc c'est là qu'on voit que ça peut être aussi problématique. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de se dire, c'est je rentre dans une dimension où j'optimise en temps réel. Alors en temps réel, les personnes se déplacent après plusieurs jours, hein, une campagne de 3 jours, ça n'a pas de sens. Mais j'optimise sur ce KPI qui est l'uplift, la visite incrémentale, ma campagne digitale, sur des choses qui se passent dans le monde offline. Donc globalement pour le digital marketing, c'est assez... Laurent, est-ce qu'il y a un besoin pour que le marché se développe de cette standardisation, voire d'une certification des mesureurs? Je crois qu'il y a des discussions actives avec CSP à ce sujet. Oui, il y a en tout cas des discussions qu'on a, nous, avec les distributeurs, avec leurs agents. Je crois qu'il y a 3 besoins, sans doute un peu gigantesques. D'abord, il y a un besoin d'explication, d'évangélisation. Moi je discute avec beaucoup de distributeurs, ils n'ont pas tous le même niveau de curiosité et de maturité que les centres Leclerc avec Mathieu sur ces questions. Pourquoi? Parce que c'est parfois des questions qui sont très techniques. Donc c'est notre job d'expliquer comment ça marche, et je pense que c'est ça qui éveillera la curiosité et qui fera que les gens s'empareront du sujet. Ensuite, oui, moi je suis convaincu que partager, séparer ceux qui vendent le média et ceux qui vendent la mesure, c'est le sens de l'histoire. Il faut juste se rappeler que l'histoire elle est quand même assez récente. Je partage le point de vue de Nicolas. Et enfin, le jour où on saura apporter une certification, je me dis que ce sera un gage de confiance important pour les annonceurs. Enfin, franchement, les annonceurs qui font beaucoup de catalogues papier, ils investissent beaucoup pour s'assurer de la réalité de la distribution de ce papier. Il y a aussi des mesureurs. Voilà, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans ça. Ça me semble pas choquant que si on imagine tous que le média digital Drive to Store augmente dans son poids dans le budget du distributeur, on puisse proposer les mêmes garde-fous. Avant de vous demander à tous les trois un mot de conclusion, je voudrais votre avis sur le cadre législatif et médiatique. On est depuis à peu près un mois, un nouveau texte est entré en vigueur, le règlement général pour la protection des données, qui encadre assez précisément l'exploitation des données, et notamment des données de géolocalisation. On a aussi nos amis Google et Apple qui, au travers des téléchargements d'applications, imposent aussi des guidelines qui sont parfois même plus durs que celles imposées par Bruxelles. Mathieu, ce nouveau cadre technico-juridique, est-ce que ça peut in fine peut-être réduire le reach de ces solutions de Drive to Store, en tout cas compliquer leur exploitation? Oui, clairement, ça peut compliquer. Après, je ne suis pas spécialiste juriste, hein, mais clairement... après, ça dépend encore des technos utilisés, mais sur tout ce qui est SDK ou même boîtier en magasin, normalement, on est censé demander le consentement de nos clients pour exploiter ces données. Donc, oui, ça va compliquer un petit peu la donne. Pour les solutions Drive to Store, après, je ne parlerai pas en leur nom, mais voilà, il y a eu quelques histoires aussi. Le fait que Google ou Apple imposent des choix un peu plus drastiques en étant opt-in sur la géolocalisation, etc., ça peut, en tout cas, ça va sûrement baisser en effet, je pense, sur certaines technologies, sur certaines plateformes, le reach, enfin, les personnes opt-in versus opt-out. Nicolas, il y a déjà un effet RGPD sur la population opt-in GPS ou pas? Ouais, alors déjà je vais essayer d'être un peu précis parce qu'on rentre dans des trucs un peu techniques. On parlait tout à l'heure des différentes technologies. Il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait la géolocalisation qu'on peut avoir dans notre iPhone ou dans notre téléphone Android ou autre, effectivement on nous demande, il y a quelque chose...
quand Jérôme, tu disais les OS peuvent être au-delà de la législation, en fait, Apple comme Android n'a pas attendu le RGPD pour... au moment où on télécharge une application, on connaît tous la pop-up, acceptez-vous la géolocalisation. Ce qui est un consentement. Ce qui n'est pas un consentement qui est forcément légal, puisqu'il faut indiquer la finalité, mettre un certain nombre d'informations, etc. Pas suffisant, mais en fait, il existait déjà. Donc il y avait ce point-là. Deuxième point, quel type de géolocalisation? Notre téléphone, en fait, il ne prend pas que la géolocalisation GPS. C'est ce qu'on comprenait un petit peu tout à l'heure, mais c'est pas exactement le cas. En fait, notre téléphone, il analyse aussi les antennes relais pour faire de la triangulation, de la même façon que les GPS. On essaie d'avoir 2, 3, 4, 5 GPS, on essaie d'avoir plusieurs antennes relais pour le déterminer, et aussi le Wi-Fi. C'est-à-dire que nos téléphones, quand le Wi-Fi, si vous coupez votre Wi-Fi, il va être écrit que votre précision va être moins bonne. Et ça, c'est pour améliorer notamment la position indoor. Ça, c'est au sein des applications que cette information est prise. Pour revenir sur la partie pourquoi j'en parle, parce qu'en fait, Apple comme Android ont créé une espèce de boîte qui vous protège, qui est ce qu'on appelle le Location Services, voilà, le service de localisation de nos téléphones. Vous pouvez aller dans Privacy, le couper totalement, et puis aucune application ne peut y accéder, aucun service. Ce service calcule en permanence votre géolocalisation, en permanence. Quand vous avez accepté de le partager à une application, alors l'application a le droit de consulter ce service et dire où se trouve cette personne maintenant. Et le Location Services répond, voici, d'après le GPS, le Wi-Fi, etc., là où moi je pense qu'il y a plus de chances que la personne soit. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, je rentre dans un autre niveau de détail, c'est la géolocalisation en continu. C'est-à-dire qu'il y a la géoloc quand j'utilise une application média, et là je suis presque dans un contrat de lecture, quelque part on pourrait dire, j'utilise l'application, il y a des données en échange, je monétise, etc. Est-ce que j'ai une raison de l'utiliser? Et après la géolocalisation en continu, où là finalement très peu d'applications ont besoin de la géolocalisation en continu. C'est-à-dire que Appen, l'application de rencontre, où quand je marche dans la rue, on va me dire « Ah tiens, j'ai croisé 4 fois une personne », mais il faut bien que la géolocalisation soit, même quand j'utilise pas Appen, parce que sinon je suis sur mon téléphone en permanence, c'est un peu bizarre, etc. Et donc il y a très peu d'applications qui rentrent dans cette veine. Apple a récemment, et on peut les critiquer pour ça, a récemment vraiment donné un coup, a changé ses guidelines et a expliqué que je ne peux récolter que de la donnée en continu que si mon application en a besoin. Et le besoin, c'est pas de la publicité d'un tiers qui fait de la publicité. Et donc là, vous imaginez, ça réduit le nombre d'applications qui ont le droit de le récolter très peu. Donc là, récemment, ils ont notamment sorti de l'App Store toutes les applications qui avaient certains acteurs de la géoloc. Sans même attendre l'entrée en vigueur du RGPD d'ailleurs. Voilà, c'était avant ça. Du coup, on peut anticiper une baisse du reach? Donc oui, pardon. Et donc oui, donc ça c'est un reach qui est d'un coup qui font sur iOS la géolocalisation en continu. Donc tout à l'heure quand je disais la fréquence, le fait d'avoir 2 points, ce qu'on appelle le dwell time, le fait de rester, d'un coup en fait je l'ai plus. Donc c'est intéressant, ça a de la valeur, mais je peux pas faire des campagnes nationales. Laurent, ce nouveau contexte, il va fragiliser, compliquer ce business naissant? Ouais, je pense que on rend d'une certaine manière le pouvoir au consommateur. Je vais prendre un exemple de la distribution et de la distribution de l'ancien monde, mais pas tant que ça. C'est comme le stop pub sur les boîtes aux lettres. Le stop pub sur les boîtes aux lettres, il y a 18% des gens qui en ont mis un, ça veut dire qu'il y a encore 82% des gens qui apprécient recevoir ce contenu dans leur boîte aux lettres. Ils n'ont pas trouvé l'autocollant. Il est quand même facile à trouver. Mais je pense que derrière ce sujet-là, il y a aussi le sujet du format de la publicité et du contenu de la publicité. Moi, je suis absolument convaincu qu'un grand distributeur qui a 500 offres, si il sait de mieux en mieux quelles offres ont le plus de chances de me plaire à moi, et me les pousser sur mon smartphone, plus ce sera pertinent, plus j'aurai envie de donner ces informations à un distributeur ou à un de ses prestataires pour pouvoir me pousser ce contenu. Donc, il faut passer d'une logique quanti à une logique qualitative. Et... La donnée de géoloc, elle est passionnante, mais il y a plein d'autres données qui sont intéressantes pour qu'un marketeur, et notamment un distributeur, puisse super bien faire son travail. Le job du distributeur, c'est de faire la meilleure sélection de l'offre. On l'a fait en one size fits all avec des catalogues, le même catalogue pour tout le monde. Le digital doit permettre de faire la meilleure sélection de la meilleure sélection pour Jérôme, qui sera différente de Laurent, Nicolas et Mathieu. Donc je me dis que ça peut être une lueur d'espoir intéressante. Je vais vous laisser tous les trois peut-être conclure sur un hashtag de conclusion. Vous savez, le hashtag 140 caractères. Est-ce que vous auriez un mot? Ou aller un peu plus. 280. Je crois qu'hashtag a doublé. Oui, c'est ça. Twitter a doublé la place. Profitez-en. On va faire plus que 140.
Et si on devait conclure, donc le Drive to Store, l'efficacité du Drive to Store, elle est positive? Bah, de toute façon, l'efficacité du Drive to Store, elle est pas, enfin, en tant que distributeur alimentaire, elle est plus à prouver. Ce que je disais au départ, hein, quasiment, enfin, l'ensemble de l'activation des médias est quasiment avec un objectif Drive to Store pour un distributeur, un retailer. Donc, elle existe depuis longtemps, ça fonctionne. Ce qui est intéressant aujourd'hui, depuis 3-4 ans, c'est qu'on peut plus facilement la mesurer avec tout ce qu'on a dans notre poche et dans nos smartphones. Et la conclusion que je pourrais dire, c'est on avance tous ensemble en testant les différentes solutions, voilà, les différentes mesures. Et Laurent le disait tout à l'heure, rendez-vous dans 3 ans, je pense qu'on se dira ah, on faisait ça comme ça il y a 3 ans, alors vraiment c'était pas terrible. Merci Nicolas, un mot de conclusion? Ouais, moi globalement tout ça je trouve ça positif, faut pas mettre des technologies, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, etc. Globalement il faut essayer de tous les utiliser. Et les 2 best practices que je donnerais du coup par rapport à tout ce qu'on s'est dit, pour résumer, ça serait mesureur tiers pour effectivement le côté pas juger parti, rentrer dans cette démarche qui fait que voilà, ça créera des standards pour l'industrie et qui bénéficieront à tout le monde, et puis se focaliser sur la vie incrémentale. Voilà. Merci Laurent également. Le mot de conclusion? Ouais, moi j'ai une image qui me vient en tête, c'est Google qui a mené une étude dans les malls aux US et qui a constaté que sur 5 ans aux US, le trafic physique, donc des gens qu'on voyait dans les malls, avait diminué de 20% sur 5 ans. Et dans la même période, le chiffre d'affaires de ces mêmes malls a progressé, alors c'est pas la folie non plus, mais de 2 ou 3%. Moi j'ai mis à peu près une demi-heure à comprendre parce que je n'étais pas bien réveillé. Mais voilà, le mobile a juste changé la vie. C'est-à-dire qu'avant, on allait dans les centres commerciaux pour faire du lèche-vitrine, pour trouver des idées, pour voir ce qu'on allait acheter. Maintenant, les gens qui arrivent dans les centres commerciaux, toute cette phase de préparation d'achat, ils l'ont déjà fait avant. Et donc ils arrivent en sachant ce qu'ils veulent faire. Voilà, c'est comme ça, je trouve que le mobile change le commerce. Et je pense, moi, le hashtag, ce serait mobile, meilleur ami des magasins. Super, ça me va. Merci en tout cas à tous les 3 pour ces témoignages.